Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans. Il y a exactement un an, j'ai fait une seule valise usée au milieu de la nuit. J'ai réservé un aller simple hors de l'état que j'avais appelé, chez moi, toute ma vie et j'ai fui ma propre chair et mon propre sang. Alors que j'essayais encore de surmonter le chagrin d'avoir perdu le seul homme de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu, mon grand-père, ma mère m'a appelé. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas offert d'épaule sur laquelle pleurer. À la place, elle m'a regardé droit dans les yeux à travers le froid et insensible grésillement d'un combiné téléphonique. Et a dit, ton frère a plus besoin de cet argent que toi. Il a des enfants? Julien. Transfère-le-lui ou ne prend pas la peine de rentrer à la maison. Mes propres parents pensaient qu'ils pouvaient m'intimider pour m'obliger à renoncer à un immense héritage immobilier simplement parce que mon frère aîné jouait la carte ultime du père de famille. Il riait de ma vie tranquille, m'humiliant publiquement devant quiconque voulait écouter, me présentant comme un méchant cupide et égoïste, enlevant le pain de la bouche de mon neveu. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient, l'avocat de mon grand-père avait déjà légalement sécurisé la succession en mon nom avec une précision à toute épreuve, et j'avais discrètement installé un système de sécurité de pointe sur la propriété qu'ils pensaient pouvoir voler. Et en ce moment même, alors que je vous parle, mon frère est debout sur une véranda dans l'obscurité, fixant directement l'objectif d'une caméra, réalisant lentement qu'il s'en est pris au mauvais fils. Avant de vous raconter exactement comment j'ai inversé les rôles avec ma famille profondément toxique, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar absolu a commencé. L'appel de ma mère, Eleanor, est arrivé un mardi soir pluvieux. J'étais debout dans la cuisine exiguë de mon modeste appartement. D'une chambre, remuant une casserole de pâtes bon marché. Je venais de rentrer de mon travail en entreprise, épuisé, ma cravate desserrée, mon esprit à des kilomètres. Quand mon téléphone a vibré sur le comptoir et que son nom a clignoté sur l'écran, un œuf familier s'est serré dans mon estomac. Les conversations avec ma mère étaient rarement agréables. C'était généralement des transactions. J'ai balayé pour répondre, portant le téléphone à mon oreille. Il n'y a pas eu de « Bonjour, Julien ». Il n'y a pas eu de « Comment c'est ? Passer ta journée, mon chéri ». Il y a juste eu un souffle tranchant et autoritaire avant qu'elle ne porte le coup. L'avocat gérant la succession de mon grand-père l'avait appelé. Il l'avait informé des grandes lignes de l'héritage. Et ma mère, dans toute sa gloire calculatrice, a décidé d'intercepter la réalité de ma vie avant même que j'aie la chance de la saisir. Elle m'a dit d'une voix qui semblait avoir un goût aigre dans sa bouche que mon grand-père m'avait laissé la maison, toute la propriété de banlieue entièrement payée, plus ses comptes d'investissement considérables. Lucas, mon frère aîné, le centre absolu de l'univers de mes parents, n'obtenait que le vieux bateau familial. Je suis resté là dans ma cuisine, la cuillère en bois se figeant dans ma main. J'ai littéralement cligné des yeux vers le mur, essayant de traiter les mots. J'ai laissé échapper un demi-rire nerveux, pensant que c'était une sorte de blague tordue. Ma mère ne plaisante pas. Le silence à l'autre bout de la ligne était lourd, brassant des nuages sombres. Elle ne m'a pas félicité. Elle n'a pas dit qu'elle était fière. Elle a juste fait une pause, laissant les frissons s'installer sur la connexion, puis a délivré la phrase qui résonnerait dans ma tête pendant des mois, tu sais, ton frère a plus besoin de cet argent que toi. Il a des enfants, Julien. Ce n'était pas une suggestion. C'était un décret royal dans son esprit et dans l'esprit collectif de ma famille. Le simple fait que Lucas ait une femme et 3 enfants invalidait complètement mon existence. Cela signifiait que mes luttes, ma vie tranquille, mon appartement vide et mon statut sans enfant me disqualifiaient de recevoir toute forme de
Gentillesse, d'équité ou de sécurité financière. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas crié. J'ai juste raccroché tranquillement le téléphone. Je me suis tenu dans la lumière tamisée de ma cuisine et j'ai senti le dernier fil reliant ma famille se rompre. Je n'ai pas pleuré. J'ai en fait souri. C'était un sourire froid et creux d'une clarté absolue. Pendant des années, je m'étais plié en 4 pour essayer de gagner une place à leur table. Et en 5 secondes, ma mère a confirmé que je n'avais jamais été dans la pièce. Cette nuit-là, je n'ai pas envoyé de réponse dramatique. Je n'ai pas explosé mes sentiments sur les réseaux sociaux. Je suis allé sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert un nouvel onglet. Et j'ai réservé un aller simple à travers le pays. Je me suis connecté à mes portails bancaires, j'ai changé tous les mots de passe que j'avais, et j'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. J'ai complètement verrouillé ma vie. J'ai appelé une entreprise de sécurité haut de gamme et j'ai payé des frais accélérés pour faire installer un système complet de caméras et d'alarmes à la propriété héritée dès le lendemain matin. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai jeté sur mon lit et j'ai fait mes bagages. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'écran de mon téléphone ressemblait à une zone de guerre. J'avais exactement 43 appels manqués. La plupart venaient de ma mère. Plusieurs venaient de Lucas. Et il y avait un seul message vocal flagrant de mon père, Richard. Je me suis assis sur le bord de mon matelas, café à la main, et j'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père ne parlait pas seulement, elle tonnait. La rage était palpable, vibrant à travers le petit haut-parleur de mon téléphone. Julien, écoute-moi, et écoute-moi bien. Tu déchires cette famille. Pour de la pure cupidité. Tu transfères ses actifs à Lucas d'ici la fin de la semaine où tu es mort pour nous. Tu ne mérites pas un centime de l'argent de cet homme et tu le sais. Appelle ton frère et règle ça. J'ai supprimé le message vocal. Je ne l'ai pas enregistré. Je ne l'ai pas écouté 2 fois. J'ai juste effacé sa voix de ma vie. J'ai attrapé ma valise, je suis sorti de la porte et je me suis dirigé vers l'aéroport. Je pensais que le pire de la tempête était passé. Je pensais que prendre mes distances m'achèterait un peu de paix. J'avais tellement tort. Alors que j'étais assis dans le terminal de l'aéroport en attendant que mon vol embarque, mon téléphone a vibré avec une alerte de l'application du système de sécurité nouvellement installé. Activité détectée. À la porte d'entrée. Pour comprendre pourquoi un homme de 29 ans ferait ses bagages dans une seule valise et fantômerait complètement toute sa famille à cause d'un héritage, vous devez comprendre les fantômes de mon passé. Vous devez comprendre ce que c'est que de grandir comme la doublure permanente dans une pièce où votre frère aîné est la star, le réalisateur et le producteur exécutif. Lucas a 5 ans de plus que moi. Et dès l'instant où il a pu marcher, il a porté une couronne invisible. Il était l'enfant prodige. L'athlétique, le charismatique. J'étais le calme, celui qui aimait lire dans le coin, celui qui essayait de réparer les radios cassées dans le garage au lieu de lancer un ballon de football. Dans ma famille, calme était synonyme de défectueux. Je me souviens vivement des dîners de Thanksgiving. Notre table à manger était cet immense truc en chaîne polie. Lucas s'asseyait toujours à la droite de mon père, tenant la cour, racontant des histoires exagérées sur ses jours de gloire au football au lycée ou ses escapades en fraternité. J'étais toujours légué au bout de la table près de la porte battante de la cuisine. Censé passer silencieusement la purée et débarrasser les assiettes quand tout le monde avait fini. Il y a une photo de famille spécifique d'un Thanksgiving il y a environ 6 ans. Mes parents rayonnent au centre. Lucas a ses bras enroulés autour de sa belle femme et ses enfants sourient parfaitement. Si vous regardez de près sur le bord extrême gauche du cadre, à moitié caché derrière une lampe,
De sol décorative, vous pouvez voir la moitié de mon visage. J'avais littéralement réglé le retardateur de l'appareil photo, sprinté pour être dans la photo, et Lucas avait nonchalamment poussé son épaule pour me bloquer. Personne n'a remarqué, personne ne s'en est soucié. La disparité financière était encore plus écœurante. Quand Lucas est allé à l'université, mes parents ont joyeusement vidé un énorme fonds universitaire pour payer ses frais de scolarité dans une université prestigieuse hors de l'État. Il a passé 4 ans à faire la fête, réussissant à peine à obtenir un diplôme en commerce. Quand ce fut mon tour, mon père m'a assis dans son bureau, s'est versé un scotch, et m'a dit que construire le caractère était important pour un jeune homme. Il m'a dit que le fonds universitaire avait été quelque peu épuisé parce qu'ils avaient dû aider Lucas avec un acompte sur sa première maison. J'ai fini par travailler 40 heures par semaine chez un Walmart local, poussant des chariots dans la pluie glaciale juste pour payer mes manuels scolaires dans un collège communautaire. Avant de transférer vers un programme en ligne de l'État. J'ai contracté des prêts étudiants prédateurs qui m'ont empêché de dormir la nuit en sueur de panique. Mais le point de rupture absolue, le souvenir qui s'est gravé dans mes rétines était la remise des diplômes de Lucas. Mes parents ont organisé un immense barbecue dans le jardin avec un traiteur. Au milieu de la fête, mon père a fait teinter son verre, a fait un discours en larmes sur l'héritage, et a remis à Lucas une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une toute nouvelle Porsche 911 bleu nuit, une voiture de sport de luxe pour un gamin de 22 ans qui n'avait même pas d'emploi en vue. Quand j'ai obtenu mon diplôme de licence 4 ans plus tard avec mention, notez-le, j'ai reçu une carte Hallmark générique avec une signature imprimée et une facture de l'université pour ma propre location de toques et de robes. J'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour était conditionnel et la condition était d'être Lucas. Alors, j'ai construit ma propre vie. J'ai grimpé les échelons de l'entreprise, assuré un salaire décent, déménagé dans la ville et je me suis lentement fondu dans l'arrière-plan de leur vie. Je suis devenu le gars qu'ils n'appelaient que quand ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer leur ordinateur ou surveiller la maison pendant qu'ils prenaient des vacances en famille à Hawaï sans moi. Et puis, grand-père Benjamin est mort. Mon grand-père était un homme calme et stoïque qui vivait à 3 états de là. Après le décès de ma grand-mère, il est devenu une sorte d'ermite. Il envoyait exactement la même carte d'anniversaire chaque année. Un paysage de montagne générique avec un billet de $20. Croustillant glissé à l'intérieur. Je ne lui avais pas parlé au téléphone depuis près de 5 ans. À ses funérailles, la dynamique familiale était pleinement exposée. Lucas défilait comme le patriarche en deuil, acceptant les condoléances. Alors que je me tenais dans le banc du fond regardant la pluie frapper les vitraux, mes parents reconnaissaient à peine ma présence. 2 semaines après les funérailles, j'ai reçu une lettre certifiée demandant ma présence au bureau d'Arthur Pendleton, l'avocat gérant la succession de mon grand-père. J'ai supposé que j'obtenais un autre billet de $20 croustillant et peut-être une vieille montre. Le bureau de Pendleton était situé dans un quartier haut de gamme de la ville. Je me souviens d'être entré, les lourdes portes en acajou bloquant le bruit de la rue. La pièce sentait le cuir coûteux, le papier vieilli et le café torréfié sombre. Mes parents étaient déjà là, assis rigidement dans des fauteuils en peluche. Lucas s'étalait sur un canapé en cuir, faisant défiler sur son téléphone, semblant totalement ennuyé. J'ai pris un siège dans le coin, gardant mon manteau. Arthur Pendleton était un homme qui semblait n'avoir jamais souri de sa vie. Il a ajusté ses lunettes à monture argentée, a ouvert un dossier manille épais et s'est raclé la gorge. Il a sauté les politesses. Il a lu à travers le jargon juridique standard, les vœux d'enterrement, les dons de charité mineure, puis il est arrivé aux actifs principaux. À mon petit-fils aîné, Lucas, a lu Pendleton, sa voix monotone
Et inflexible. Je laisse le bateau en bois vintage Chris-Craft actuellement. Amarré à la marina. Puisse-t-il lui apporter les loisirs qu'il a toujours recherchés. Lucas a laissé échapper un petit rire arrogant. Super. J'ai toujours aimé ce bateau, a-t-il marmonné, sans lever les yeux de son téléphone. Pendleton ne l'a pas reconnu. Il a tourné la page. À mon petit-fils cadet, Julien, je laisse l'entièreté de ma résidence principale. Située au 42 Oakwood Drive, entièrement libre de toute hypothèque ou privilège. De plus, je laisse le solde restant de mon portefeuille d'investissement principal, actuellement évalué à environ 320 000 $, pour être transféré immédiatement en sa seule possession. Le silence qui est tombé sur ce bureau en acajou était si absolu, si lourd, qu'il semblait que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. La tête de Lucas s'est redressée, son téléphone glissant de ses doigts et frappant le plancher en bois dur avec un claquement sec. Ma mère, Eleanor, a physiquement reculé comme si Pendleton venait de lui mettre une gifle au visage. La mâchoire de mon père est littéralement tombée. Je suis resté complètement figé. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes si violemment que je pensais qu'il pouvait l'entendre. 320 000 $ et une maison. Une immense et belle maison de banlieue. Attends, a lâché Lucas, se levant. Son visage rougissant d'un rouge profond et laid. Relisez ça. C'est une erreur. Il m'a voulu. Il a voulu la maison et les comptes pour moi et le bateau. Pour Julien. Pendleton a lentement levé les yeux par-dessus ses lunettes. Son regard était glacial. Je ne fais pas d'erreur, monsieur Lucas, et votre grand-père non plus. La documentation juridique est à toute épreuve. Mise à jour seulement 6 mois avant son décès. C'est inacceptable, a crié Eleanor, trouvant enfin sa voix. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Julien ne sait même pas comment entretenir une propriété. Il est célibataire. Lucas a une famille. Nous allons contester cela. C'est un document frauduleux. Pendleton a fermé le dossier avec un claquement fort et définitif. Vous êtes les bienvenus pour tenter un procès, madame. Cependant, je vous assure que Benjamin Moore était d'un esprit entièrement sain. Il a anticipé cette réaction exacte. En fait, il a laissé un addendum personnel adressé uniquement à Julien. Pendleton a fait glisser une enveloppe scellée à travers le bureau vers moi. Mes mains tremblaient alors que je la prenais. Je ne l'ai pas ouverte alors, je ne pouvais pas. J'ai juste fixé mon nom écrit dans l'écriture cursive tremblante de mon grand-père. En quittant le bureau, le couloir est descendu dans un chaos pur. Lucas a saisi mon épaule, me faisant tourner. Tu vas régler ça, Julien. Tu vas tout me signer. Tu sais très bien que grand-père perdait la tête. J'ai regardé sa main sur mon épaule, puis j'ai levé les yeux vers ses yeux paniqués. Cupide. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas reculé. Enlève ta main de moi, ai-je dit calmement. Je suis sorti du bâtiment, suis monté dans ma vieille Honda Civic et suis parti, les laissant debout sur le trottoir. Quand je me suis finalement arrêté sur un parking vide, j'ai ouvert la lettre. Il n'y avait que 2 paragraphes. Julien, j'ai été calme, mais je n'ai pas été aveugle. J'ai regardé pendant des décennies alors que tu étais poussé dans les ombres pour que ton frère puisse se tenir au soleil. Je t'ai vu payer pour ta propre université. J'ai vu les cadeaux bon marché. J'ai vu la façon dont il te faisait te sentir petit. Je te laisse cette succession non seulement pour équilibrer les échelles, mais parce que tu es le seul dans cette famille qui comprend réellement la valeur d'un dollar gagné. Ne leur donne pas un seul centime. Construis ta vie. Sois l'homme que j'ai toujours su que tu étais. J'ai agrippé le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Des
Larmes chaudes et rapides ont coulé sur mes joues. Quelqu'un m'avait vu. Enfin. Quelqu'un m'avait vu. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la vérité était enfin au grand jour. J'avais tellement tort. La tempête n'a pas juste éclaté. Elle a brisé tout ce que je pensais savoir sur les profondeurs dans lesquelles ma famille sombrerait. Le week-end suivant la lecture du Testament fut une masterclass de guerre psychologique. Mon téléphone est devenu une arme. Lucas a envoyé un barrage de messages textes alternant entre menaces, enragé et lamentable voyage de culpabilité. Tu sais que tu me dois ça, non? A-t-il envoyé samedi matin? As-tu une idée de combien il est coûteux d'élever 3 enfants? Tu es assis dans ton appartement à jouer à des jeux vidéo. Tu n'as pas besoin d'une maison. Tu n'as pas besoin d'un 401K. Ne sois pas un morceau de déchet égoïste. Je n'ai pas répondu. Mon silence semblait les rendre absolument fous. Dimanche, ma tante Sylvia a appelé. Sylvia était là. Sœur de ma mère, une femme qui a construit toute sa personnalité autour d'être la pacificatrice de la famille, ce qui signifiait en réalité qu'elle était l'exécutante de la famille drapée dans un ton doux de cloche du sud. Julian? Chérie, a-t-elle roucoulé à travers le haut-parleur. Nous sommes tous si inquiets pour toi. Cet argent te change. Ta mère est malade à cause de ça. Elle n'a pas dormi depuis des jours. Tu dois être la personne la plus grande ici. Pense à ton héritage. Pense à tes neveux. Si tu transfères simplement l'immobilier à Lucas, nous pouvons mettre toute cette laideur derrière nous et être une famille à nouveau. Nous n'avons jamais été une famille, Sylvia. Ai-je dit, ma voix étant étonnamment stable. J'étais juste un accessoire. J'ai raccroché sur elle au milieu du halètement. Je pensais pouvoir résister à la manipulation émotionnelle. Je pensais que si je les ignorais simplement, ils finiraient par réaliser que je ne reculais pas et me laisseraient tranquille. Mais j'ai sous-estimé la pure méchanceté venimeuse de ma mère, Eleanor, quand le chantage émotionnel a échoué. Ils ont décidé de détruire complètement mes moyens de subsistance. Lundi matin, je suis entré dans mon bureau d'entreprise au centre-ville. J'étais de bonne humeur malgré le traumatisme du week-end. J'avais travaillé 80 heures par semaine ces 6 derniers mois, menant un projet logistique majeur. J'étais officiellement en lice pour une promotion au poste de directeur senior. Un mouvement qui augmenterait mon salaire de manière significative et me donnerait une autorité réelle. J'ai versé mon café, démarré mon ordinateur portable, et en 10 minutes, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était les RH. Julian, nous avons besoin de toi dans la salle de conférence au 4e étage. Maintenant. La voix était stérile, ne laissant aucune place aux questions. J'ai marché dans la salle de conférence au mur de verre. La directrice des ressources humaines, une femme sévère nommée Patricia, était assise en face du conseiller juridique de l'entreprise. Mon estomac est complètement tombé. Ce n'était pas une réunion de promotion. C'était un interrogatoire. Assieds-toi, Julian, a dit Patricia, faisant glisser un email imprimé à travers la table vers moi. Nous avons reçu ceci pendant le week-end via notre portail d'éthique d'entreprise anonyme. Nous sommes légalement obligés d'enquêter. J'ai pris le papier. L'email était méticuleusement écrit. Il affirmait que moi, Julian, était actuellement empêtré dans un procès massif et frauduleux concernant des actifs contestés et de la maltraitance des aînés. Il indiquait que j'étais activement en train de manipuler des documents juridiques pour voler un héritage immobilier de grande valeur aux jeunes enfants de mon frère, et que mon manque d'intégrité morale posait un risque grave pour la réputation de l'entreprise. Il suggérait fortement que j'étais financièrement instable et potentiellement confronté à des accusations criminelles.
L'air a quitté mes poumons. Je me suis senti étourdi. Quelqu'un essayait de me faire virer. Quelqu'un essayait de m'arracher la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même, ma carrière. C'est un mensonge, ai-je étouffé, fixant le papier. C'est une fabrication absolue. Mon grand-père m'a laissé son domaine légalement. Il n'y a pas de procès. Pas de fraude, Julien. Ce sont des allégations extrêmement graves impliquant la maltraitance des aînés et des biens immobiliers contestés, a dit le conseiller juridique avec fluidité. Bien que ce soit anonyme, le niveau de détail concernant votre structure familiale et l'héritage est préoccupant. Nous devons vous placer en congé administratif non payé dans l'attente d'une enquête interne complète. Si cela atteint la presse, c'est une responsabilité. J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. Congé non payé. Si je perdais mon salaire. Maintenant, alors que je payais les taxes foncières de la nouvelle maison et que je gérais mon propre loyer, je serais financièrement ruiné avant que la succession ne soit même complètement réglée. J'ai relu l'email, balayant les mots, désespéré pour un indice, et puis je l'ai vu, une formulation spécifique. Privant ses neveux de leurs fonds universitaires légitimes et de leur stabilité future. Ma mère n'a pas écrit cela. Lucas n'a pas écrit cela. Il n'était pas assez articulé pour utiliser des mots à la mode en entreprise. Je savais exactement qui l'avait écrit. Sarah. Sarah était la meilleure amie de ma mère, essentiellement une deuxième mère pour moi en grandissant. C'était une parajuriste à la retraite. Elle savait comment rédiger des plaintes formelles. Elle savait exactement quel mot déclencherait un département des RH en mode panique. Eleanor avait utilisé l'arme, la seule personne en dehors de la famille en qui j'avais encore implicitement confiance. Ma propre mère avait ordonné un coup sur ma carrière. La trahison ne piquait pas seulement. Elle m'a creusé le ventre. J'ai agrippé le bord de la table en verre, sentant le froid s'infiltrer dans mes paumes. J'ai levé les yeux vers Patricia et l'avocat. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. J'ai besoin exactement de 2 heures, ai-je dit. Ma voix baissant d'une octave, complètement dépouillée d'émotion. Ne me suspendez pas encore. Donnez-moi 2 heures. Je vous apporterai la preuve à toute épreuve dont vous avez besoin. J'ai sprinté hors du bâtiment et pratiquement volé vers le bureau d'Arthur Pendleton. Je ne me souciais pas de prendre rendez-vous. J'ai fait irruption à travers ses portes en acajou. Pendleton a levé les yeux, surpris. J'ai expliqué rapidement le sabotage de l'entreprise, l'email, la menace sur mon salaire et ma promotion. La mâchoire de Pendleton s'est serrée. S'il y avait une chose qu'Arthur Pendleton détestait plus que le drame familial, c'était la diffamation impliquant son travail juridique. En 45 minutes, Pendleton a rédigé une déclaration sous serment lourde et juridiquement contraignante. Elle déclarait sans équivoque que j'étais le seul héritier légal de la succession, qu'il y avait 0 litige en instance, aucune preuve de fraude, et que Benjamin Moore avait été évalué par un professionnel médical indépendant le jour où le testament avait été signé. 2. Plus, Pendleton a rédigé un document secondaire, une lettre de cessation et d'abstention terriblement sévère adressée à l'adresse IP associée à l'email. Anonyme, menaçant d'un procès en diffamation massive qui mettrait l'expéditeur en faillite. Je suis retourné dans mon entreprise, j'ai contourné les RH entièrement, et j'ai marché directement vers le bureau du PDG, un homme sans bêtise nommé Robert, qui m'avait mentoré. J'ai demandé à son assistante 5 minutes. Je suis entré, j'ai placé les documents juridiques lourdement tamponnés de Pendleton sur son bureau et je lui ai dit la vérité non vernie sur la tentative de ma famille de détruire ma carrière à cause d'un héritage. Robert a lu les documents en silence. Il a regardé les sceaux de cire, la signature de l'un des avocats successoraux les plus respectés de la ville. Puis il m'a regardé.
Ta famille joue sale, Julien, a dit Robert doucement. Ils le font, ai-je répondu, soutenant son regard. Mais pas moi. Mon travail parle de lui-même. Robert a décroché son téléphone et a composé les RH. Patricia. La plainte pour éthique contre Julien est définitivement fausse. C'est une campagne de harcèlement ciblée par des membres de la famille dérangée. Effacé son dossier et accélérer ses documents de promotion au poste de directeur senior. Il va en avoir besoin de l'autorité. Je suis sorti du bureau de Robert. Avec ma carrière sauvée. Mais alors que je prenais l'ascenseur pour le hall, mes jambes ont finalement lâché. Je me suis appuyé contre le mur en métal, glissant. Jusqu'à ce que je touche le sol. J'avais gagné la bataille, mais le coup émotionnel était dévastateur. Ils avaient essayé de ruiner ma vie. Ils avaient utilisé Sarah. Ils avaient essayé de prendre mon salaire, ma réputation, ma santé mentale. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement vide, mangeant des plats à emporter froid, j'ai touché le fond absolu. J'ai fixé le mur, me sentant complètement, absolument seul dans le monde. Je me demandais si cela en valait la peine. Je me demandais si je devais juste signer les papiers et disparaître. Mais ensuite j'ai regardé la lettre de grand-père Benjamin assise sur mon comptoir, ne leur donne pas un seul centime. J'ai réalisé alors que ce n'était plus seulement à propos d'une maison ou d'un 401K. C'était à propos de la survie. C'était à propos du pouvoir et de la punition. Ils ne pouvaient pas croire que je leur avais tenu tête. Alors, ils essayaient de brûler la terre autour de moi jusqu'à ce que je rampe de retour sur mes mains et mes genoux. Mais j'avais fini de ramper. Je me suis essuyé le visage, je me suis levé, et je me suis promis que je ne survivrais pas seulement à cela. J'allais démanteler complètement leur réalité. Et l'univers, dans son sens de l'humour tordu, était sur le point de me donner l'opportunité parfaite. L'œil d'un ouragan est un endroit terrifiant. Le vent s'arrête, le ciel s'éclaircit, mais vous savez au fond de vos os que le mur le plus destructeur de la tempête est entièrement devant vous. Pendant 3 semaines après l'incident des RH, il y a eu un silence absolu de ma famille. Pas de texte, pas de messages vocaux, pas d'appel. Manipulateur de tante Sylvia. J'avais déplacé quelques meubles de base dans la massive maison de mon grand-père. Ma maison maintenant, vivant dans des boîtes. Dans le grand salon, j'ai changé mon numéro de téléphone, complètement désactivé. Tous mes réseaux sociaux, et me suis concentré entièrement sur mon nouveau rôle. En tant que directeur senior. Je pensais que mes limites fermes et la menace du procès en diffamation de Pendleton les avaient enfin effrayés. J'étais insensé de sous-estimer l'audace pure de l'attitude de Lucas. Le silence s'est brisé un mardi matin. J'étais assis à mon bureau en train de revoir les rapports logistiques trimestriels quand mon nouveau téléphone cellulaire privé a sonné. C'était un numéro local inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Bonjour. Est-ce monsieur Julien? Une voix féminine joyeuse et trop enthousiaste a gazouillé. En ligne, ai-je dit prudemment. Oh, merveilleux. C'est Brenda de Elite. Suburban Real Estate. Je vous appelle juste pour confirmer l'accord de mise en vente que votre frère, Lucas, a commencé avec nous la semaine dernière. Concernant la propriété au 42 Oakwood Drive. Il a mentionné que vous étiez le contact secondaire gérant la paperasse. Nous avons un acheteur très motivé qui a adoré les photos intérieures que Lucas a fournies, et nous aimerions accélérer la journée portes ouvertes ce week-end. J'ai arrêté de respirer. Le bureau autour de moi a disparu dans un bourdonnement sourd. J'ai agrippé le téléphone. Si fort que le plastique a craqué. Brenda, ai-je dit, ma voix baissant. Jusqu'à un murmure terrifiant et calme. Avez-vous dit que Lucas a fourni des photos intérieures? Oui, il les a envoyées jeudi. Belle moulure dans
Cette salle à manger. Soit dit en passant, Brenda, écoutez-moi très attentivement, ai-je dit, en me levant de mon siège. Lucas n'a aucun droit légal sur cette propriété. Je suis le seul propriétaire. Je n'ai pas autorisé de vente. Si vous listez cette maison, je tiendrai personnellement votre agence responsable pour des pratiques immobilières frauduleuses. Brenda a halté, bégayant des excuses, réalisant qu'elle avait mis le pied dans une mine antipersonnel juridique. J'ai raccroché sur elle avant qu'elle ne puisse finir. Mon sang est devenu complètement froid. Photos intérieures. Je n'avais pas donné de clé à Lucas. Les vieilles clés de mon grand-père étaient dans ma poche. Cela signifiait une seule chose. Lucas était entré par effraction dans ma maison. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé pour hurler. Le temps pour argumenter était terminé. J'ai quitté le bureau, suis monté dans ma voiture, et ai dépassé plusieurs limites de vitesse en conduisant vers le domaine. Quand je me suis garé dans la large allée pavée, mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai marché sur le chemin de briques jusqu'au porche avant et là, c'était là. Accroché de manière obnubilante à la poignée de porte en laiton, une boîte à clés immobilières noires et épaisses. Il avait effectivement engagé un serrurier, prétendu être le propriétaire, et changé les maudits verrous de mon héritage. Je n'ai pas touché la boîte à clés. J'ai sorti mon téléphone et ai pris des photos. Haute résolution, m'assurant de capturer le numéro de la maison dans le cadre. J'ai enregistré une vidéo de moi marchant sur le périmètre, documentant qu'il n'y avait pas d'entrée forcée sur les fenêtres, prouvant qu'il avait utilisé un serrurier sous de faux prétextes. Puis j'ai conduit directement au commissariat de police locale. Je suis allé au comptoir et j'ai posé l'acte de propriété de la maison, la déclaration sous serment d'Arthur Pendleton, et les photos de la boîte à clés sur le comptoir. J'ai besoin de déposer un rapport pour intrusion, effraction et tentative de fraude immobilière contre mon frère. Ai-je dit au sergent de bureau. L'officier était étonnamment sympathique. Il a pris le rapport, documentant officiellement le crime de Lucas. Il m'a conseillé de couper la boîte à clés et de changer les verrous immédiatement. J'ai fait exactement cela. Mais je n'ai pas juste engagé n'importe quel serrurier. J'ai engagé un entrepreneur en sécurité commerciale spécialisé. À 20h ce soir-là, la maison était fortifiée comme un coffre-fort de banque. Nouveau peine dormant, cadre de porte renforcé et caméra haute définition, activé par le mouvement, à vision nocturne, caché discrètement autour du porche, de l'allée et de l'arrière-cour. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à tante Sylvia. Je n'ai pas envoyé de texte d'avertissement à Lucas. Je suis juste retourné à mon appartement dans la ville, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le flux en direct du porche vide. Je posais un piège silencieux. Je n'ai eu qu'à attendre 4 jours. C'était 23h30 un samedi. Mon téléphone a vibré. Sur la table de chevet. Alerte de mouvement. Porche avant. Je me suis assis. Tout droit dans mon lit, mon cœur battant dans ma gorge. J'ai ouvert l'application de sécurité. Le flux de la caméra à vision nocturne était limpide. En noir et blanc. En montant les marches, portant un sweat à capuche sombre. Remonté sur sa tête, se trouvait Lucas. Il a marché jusqu'à la porte avec la foulée arrogante d'un homme qui croyait que le monde lui appartenait. Il a atteint sa poche, a sorti la clé que le serrurier frauduleux lui avait donnée. Et l'a poussé dans le pen dormant nouvellement remplacé. Ça n'a pas tourné. J'ai regardé à travers l'écran alors que la confusion se répandait sur son visage. Il l'a gigoté. Il a poussé son épaule contre le bois lourd. Rien. Puis, il a regardé vers le bas au bouton de porte et a réalisé que la massive boîte à clé immobilière noire avait complètement disparu. Lucas s'est figé. Il a fait
Un pas en arrière, sa poitrine se soulevant, puis il a levé les yeux. Il a regardé directement dans l'objectif de la caméra cachée nichée sous la lumière du Porsche. Il a vu la faible lumière d'enregistrement rouge clignotant dans l'obscurité. Même à travers la vision nocturne granuleuse, je pouvais voir le moment exact où la couleur s'est drainée de son visage. Il a réalisé qu'il ne se faufilait pas dans une maison familiale vacante. Il était pris sur vidéo haute définition en train de commettre un crime grave dans une propriété activement surveillée. Il n'a pas dit un mot. Il s'est tourné sur son talon et a pratiquement sprinté dans l'allée, ses pneus crissant alors qu'il s'enfuyait. Dans la nuit. Je suis resté assis dans ma chambre sombre, la lueur de l'écran du téléphone illuminant mon visage, et j'ai souri. J'ai téléchargé les images. Je les ai sauvegardées sur 3 serveurs cloud différents. J'ai transmis une copie à Arthur Pendleton avec une seule ligne d'objet, preuve. Mais alors que j'étais assis là en regardant les images de la maison que mon grand-père a construite, une réalisation profonde m'a submergé, garder la maison vide, là. Traiter comme une forteresse pour garder ma famille dehors. Signifiait qu'il dictait toujours comment je vivais. Il transformait toujours mon héritage en champ de bataille. Si je voulais vraiment gagner, je ne pouvais pas juste verrouiller les portes. Je devais transformer l'héritage. Je devais la rendre bruyante, indéniablement la mienne. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone. Et j'ai appelé Elias, une vieille connaissance d'université qui était devenue l'un des concepteurs architecturaux les plus recherchés de la ville. Elias? Ai-je dit quand il a répondu, j'ai un domaine de banlieue du milieu du siècle. Je veux vider l'intérieur, préserver les os historiques, et en faire une retraite créative exclusive haut de gamme. Et je dois le faire vite. L'argent n'est pas un obstacle. Je n'allais pas juste vivre dans cette maison. J'allais la transformer en une entreprise florissante et très médiatisée. J'allais construire un monument à mon indépendance juste dans leur jardin. La guerre silencieuse était terminée. Je préparais la scène ultime, et ma famille n'avait absolument aucune idée que le rideau était sur le point de se lever. Transformer une immense maison de banlieue du milieu du siècle en un espace créatif exclusif. Haut de gamme ne consiste pas seulement à abattre des murs ou à mettre à jour la plomberie. Il s'agit de changer l'âme même de la propriété. Pendant les 6 mois suivants, j'ai versé chaque once de mon énergie, de ma douleur, et une partie importante de mon salaire dans ce que j'ai officiellement enregistré sous le nom de « Retraite Héritage ». Elias, le concepteur architectural que j'ai embauché, était un génie. Nous avons dépouillé les papiers peints sombres et oppressants que ma grand-mère avait favorisé et exposé les planchers de bois franc d'origine à couper le souffle. Nous avons agrandi le patio arrière, installé des fenêtres massives du sol au plafond pour laisser la lumière naturelle inonder les espaces de vie, et converti le garage détaché en un studio d'écrivain insonorisé. Pendant tout ce processus, j'ai gardé un profil incroyablement bas. Je suis allé à mon travail en entreprise, j'ai géré mon équipe de logistique. Nouvellement promu, et j'ai passé mes soirées couverts de sueur et de peinture. Le voisinage a commencé à remarquer la transformation. C'était la façon dont j'ai formellement rencontré Madame Higgins, la femme âgée qui vivait à 2 portes de là. Elle est venue un après-midi avec un plateau de bar au citron maison, naviguant dans l'équipement de construction avec une agilité surprenante. Elle avait été de bons amis avec mon grand-père, Benjamin, assis sur le porche avant. Nouvellement construit au milieu de l'odeur de pain coupé et de terre fraîche. Elle m'a raconté des histoires sur lui que je n'avais jamais entendues. Elle m'a raconté comment il s'asseyait sur ce porche même, buvant son café noir, regardant les voitures passer. Elle a dit qu'il avait l'habitude de parler d'eux. Moi, pas de Lucas, de moi. Il lui a dit que j'étais celui qui avait la force calme de nos ancêtres. Celui qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour faire la chose juste.
Entendre cela d'une étrangère a validé chacune des crises de panique nocturne que j'avais endurées. Cela a alimenté mon feu. Pendant que l'immobilier physique était transformé, je construisais aussi silencieusement mon arme ultime. J'ai embauché une cinéaste documentaire locale incroyablement talentueuse nommée Chloé. Je l'ai amenée sous prétexte de filmer une vidéo promotionnelle pour le site web Avenir de la retraite, mais je lui ai donné accès à tout. La déclaration sous serment légal d'Arthur Pendleton, les messages vocaux enregistrés, les images de sécurité de Lucas, l'email RH tracé de Sarah. Je lui ai raconté la vraie histoire de ma famille. Chloé, qui avait géré ses propres dynamiques familiales toxiques concernant un divorce amer et une bataille pour la garde des enfants dans son passé, était totalement investie. Nous avons passé des heures dans le studio de Fortune à monter, couper et façonner un récit à l'épreuve des balles. Alors que la retraite approchait de son achèvement, le silence de ma famille a continué. Ils ont supposé qu'il avait gagné la guerre psychologique. Ils ont supposé que mon silence signifiait que j'étais isolé, déprimé et en train de me noyer lentement sous le poids des taxes foncières et de l'entretien. Ils pensaient probablement que je finirais par ramper vers eux, en suppliant Lucas de reprendre la maison. Il était temps de poser l'appât. J'ai travaillé avec une presse d'imprimerie boutique au centre-ville pour concevoir les invitations pour la grande ouverture de la retraite héritage. Elles étaient en papier cartonné épais de couleur crème, avec un gaufrage en feuilles d'or élégant. Elles ressemblaient à des invitations pour un gala de charité de la haute société. Le texte était simple, Julien Moore vous invite cordialement à la grande ouverture de la retraite héritage. Une célébration de l'héritage, de l'art et de la vérité. J'ai envoyé ces invitations à tout le monde. Je ne les ai pas seulement envoyées à mes parents et mon frère. Je les ai envoyées à tante Sylvia. Je les ai envoyées à Sarah, l'amie de la famille qui a essayé de me faire virer. Je les ai envoyées au président de l'association locale des propriétaires, au pasteur de l'église de mes parents, aux copains de golf de mon père, et aux voisins éminents qui connaissaient notre famille depuis des décennies. J'ai recouvert leur cercle social entier avec ces magnifiques et indéniables morceaux de papier. Je savais exactement comment fonctionnait l'esprit de ma mère. Quand elle ouvrirait cette enveloppe, elle ne verrait pas une branche d'olivier. Elle verrait une opportunité. Elle supposerait que j'organisais une petite fête pathétique pour montrer mon héritage. Et elle le verrait comme la scène parfaite pour se montrer, jouer la matriarche bienveillante, et rappeler publiquement à tout le monde que je n'étais que le fils égaré qui avait eu de la chance. Elle voudrait sécuriser son statut social. Bien sûr, 3 jours après que les invitations aient été livrées, j'ai reçu un texte d'Éléanore. C'était la première communication directe en moi, ton père et moi avons reçu ta petite invitation. Nous y assisterons. Lucas et Megan viennent aussi. S'il te plaît, assure-toi que le service traiteur est approprié pour les enfants. Nous devons discuter de l'avenir de la propriété après la fête. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transmis le nombre de RSVP au traiteur. La nuit de la grande ouverture fut sans faille. C'était une soirée d'automne croustillante. L'extérieur de la maison était illuminé par un éclairage paysager chaud et stratégiquement placé, mettant en valeur le travail de briques restaurées et les chaînes tentaculaires. À l'intérieur, un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin du salon agrandi. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux de champagne et des amuse-gueules. Les leaders de la communauté locale, les artistes que j'avais invités, et mes collègues de travail solidaire, y compris mon ami fidèle Marcus, se mêlaient joyeusement. À 19h30 précise, les portes d'entrée se sont ouvertes, et ma famille est arrivée. C'était comme regarder une pièce parfaitement répétée. Mon père, Richard, est entré en premier, portant son
Costume sur mesure coûteux, la poitrine bombée, serrant la main du président de la Shoah comme s'il était celui qui organisait l'événement. Eleanor a suivi, drapée dans un châle en cachemire, portant un sourire serré et condescendant. Lucas et sa femme Megan sont entrés en dernier. Lucas portait un blazer et des jeans de créateur, regardant l'intérieur magnifiquement rénové avec un mélange d'avidité intense et de confusion profonde. Il ne pouvait pas calculer comment le frère cadet silencieux et soi-disant en difficulté avait orchestré quelque chose d'aussi sophistiqué. Je les ai regardés de l'autre côté de la pièce. Ils ont immédiatement commencé à travailler la foule. J'ai vu Eleanor coincer Madame Higgins, tentant sans aucun doute de faire tourner un récit sur la fierté qu'elle avait que Julian fasse enfin quelque chose de productif avec l'immobilier de la famille. J'ai vu Lucas inspecter les appareils de cuisine haut de gamme, calculant probablement la valeur de revente dans sa tête. Il semblait si incroyablement suffisant. Il se sentait complètement en contrôle. Il se tenait dans ma maison en buvant mon champagne, croyant pleinement qu'à la fin de la nuit il me coincerait dans le bureau et m'intimiderait pour que je signe une part de l'entreprise. Ils avaient marché directement dans le piège et ils admiraient le fromage. Marcus s'est approché d'eux. Moi, me tendant un verre frais d'eau pétillante. Il a regardé Lucas, qui riait actuellement bruyamment à une blague que mon père faisait. « Es-tu prêt pour ça ?» a demandé Marcus doucement. J'ai pris une gorgée lente de l'eau, sentant mon rythme cardiaque se stabiliser en un pouls calme et rythmé. La peur était complètement partie. Il n'y avait que le bord froid et tranchant de la certitude absolue. J'ai été prêt toute ma vie, ai-je dit. J'ai posé le verre, j'ai marché vers le quatuor à cordes, et je leur ai poliment demandé de faire une pause. J'ai pris le petit microphone en argent que j'avais préparé. Le bourdonnement doux de la conversation dans la pièce s'est lentement éteint alors que tous les yeux se tournaient vers moi. J'ai regardé directement mes parents. Le piège était sur le point de se refermer. Mesdames et messieurs, amis, et membres estimés de la communauté, ma voix a résonné claire et stable. Amplifiée à travers les haut-parleurs cachés qu'Elias avait installés dans le plafond. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer le lancement de la retraite héritage. Cette propriété appartient à ma famille depuis très longtemps. Mon grand-père, Benjamin Moore, a construit plus qu'une simple maison. Ici, il a construit un sanctuaire. J'ai vu mon père, Richard, hocher la tête avec approbation depuis le centre de la pièce, jouant parfaitement le rôle du patriarche fier. Eleanor souriait, tenant sa flûte de champagne élégamment. Lucas avait les bras croisés, semblant légèrement ennuyé, attendant que le discours sentimental se termine. Quand mon grand-père est décédé, ai-je continué, faisant les 100 pas lentement à travers le magnifique plancher de bois franc. Il a laissé ce domaine à moi. C'était une surprise pour beaucoup. C'était un choc pour certains, mais il me l'a laissé avec un but très spécifique. Il voulait s'assurer que la vérité de l'héritage de notre famille soit préservée. Ce soir, au lieu d'une traditionnelle coupe de ruban, je veux partager un court morceau documentaire. C'est à propos du voyage de cette maison. C'est à propos de l'héritage, et plus important encore, c'est à propos de la vérité. J'ai fait signe à Marcus, qui se tenait près du panneau de contrôle multimédia. Les lumières principales du salon massif se sont tamisées en une douce lueur. Un écran de projecteur motorisé caché s'est déroulé en douceur du plafond, couvrant les grandes baies vitrées. Le projecteur haute définition a pris vie. La vidéo a commencé magnifiquement. Une douce guitare acoustique jouait sur des photographies vintage de mon grand-père se tenant sur le porche dans les années 1980. Il y avait des plans des rénovations récentes. Des timelapses d'Elias et moi déchirant des murs et construisant quelque chose de nouveau. J'ai vu le public sourire.
J'ai vu Madame Higgins essuyer une larme de son œil. Même ma mère semblait détendue, supposant que ce n'était qu'un projet de vanité. Puis la musique s'est arrêtée brusquement. L'écran est devenu noir, avec un texte cinématographique blanc frappant. Le titre est apparu, un héritage tranquille. L'anatomie de la cupidité familiale. Le premier son qui a rempli la pièce n'était pas une voix hors champ. C'était un enregistrement audio réel et non édité. C'était le message vocal frénétique et agressif que mon père m'avait laissé le lendemain du jour où j'avais fui la ville. Julian, écoute-moi, et écoute-moi bien. Tu déchires cette famille pour de la pure cupidité. Tu transfères ses actifs à Lucas d'ici la fin de la semaine où tu es mort pour nous. Tu ne mérites pas un centime de l'argent de cet homme et tu le sais. Un halètement collectif audible a balayé la pièce. Le président de la Shoah a failli faire tomber sa boisson. J'ai regardé le visage de Richard instantanément se vider de toute couleur. Il s'est figé complètement, sa bouche légèrement ouverte, fixant l'écran alors que sa propre voix résonnait sur les murs, exposant le ton vicieux et abusif qu'il cachait derrière sa personnalité de club de golf. Avant que quiconque ne puisse récupérer, l'écran a flashé vert. Une capture d'écran haute résolution d'une discussion par message texte. L'expéditeur était clairement étiqueté comme Lucas. Tu sais que tu me dois ça, non? As-tu une idée de combien il est coûteux d'élever 3 enfants? Tu es assis dans ton appartement à jouer à des jeux vidéo. Tu n'as pas besoin d'une maison. Tu n'as pas besoin d'un 401K. Ne sois pas un morceau de déchet égoïste. Lucas a pratiquement sauté en arrière, heurtant une table haute. Sa femme, Megan, fixait l'écran, les yeux grands ouverts de choc. Les murmures dans la salle ont commencé à grandir. Mais le documentaire n'avait pas fini. Chloé l'avait édité avec la précision d'un avocat de l'accusation. L'écran a transitionné vers un document d'entreprise formel. C'était l'email RH anonyme. Envoyé à mon entreprise, m'accusant de maltraitance des aînés et de fraude juridique. La caméra a balayé lentement vers le bas le texte, soulignant les mensonges malveillants destinés à détruire ma carrière et à me dépouiller de mon salaire. Puis, juste à côté de l'email, la citation à comparaître juridique officielle d'Arthur Pendleton est apparue, traçant l'adresse IP directement vers le réseau domestique de Sarah. J'ai regardé Sarah, qui se tenait près de l'îlot de cuisine. Elle a mis sa main sur sa bouche, ayant l'air d'être sur le point d'être malade. Plusieurs personnes se sont physiquement éloignées d'elle. Et puis est arrivé le grand final. L'écran est passé à une séquence de vision nocturne granuleuse en noir et blanc. L'horodatage dans le coin indiquait 23h34. Le public a regardé dans un silence de mort alors qu'un homme en sweat à capuche montait les marches même qu'il venait de grimper pour entrer à la fête. Ils l'ont regardé sortir une clé. Ils l'ont regardé essayer de forcer son chemin dans la maison. Et puis ils ont regardé Lucas regarder directement dans l'objectif de la caméra, son visage clairement illuminé par la lumière infrarouge, la culpabilité et la panique gravées dans chaque trait. Le texte sur l'écran disait « Tentative d'entrée non autorisée et fraude immobilière par Lucas Moore. Clé fournie par un serrurier frauduleux engagé. » La vidéo s'est estompée au noir. Les lumières dans la pièce ont claqué à pleine luminosité. Le silence dans cette pièce était absolu. C'était le genre de silence qui sonne dans vos oreilles. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Les membres du quatuor à cordes étaient assis parfaitement immobiles, leurs archets reposant sur leurs genoux. Je me tenais au centre de la pièce, parfaitement calme, mes mains reposant facilement dans mes poches. J'ai regardé directement ma famille. Mon père avait l'air d'avoir une urgence médicale. Son visage était un violet marbré, sa poitrine se soulevait, mais il ne pouvait pas former un seul mot.
Parce que tout son cercle social, les gens avec qui il jouait au golf, les gens avec qui il allait à l'église, venaient de voir sa vraie personnalité. Ma mère, Eleanor, tremblait violemment. Son masque parfait et patronnant avait été arraché et mis à feu. Elle a regardé autour de la salle, désespérée pour quelqu'un qui établirait un contact visuel avec elle, désespérée pour un allié. Mais les leaders de la communauté et les voisins la fixaient avec un dégoût pur et non adultéré. Lucas a fait un pas vers moi, ses poings serrés, son visage contorsionné de rage. Toi, tu petit morceau de... Je suggère fortement que tu ne finisses pas cette phrase, Lucas, ai-je dit, ma voix coupant à travers la tension comme une lame de rasoir. Pas devant 50 témoins. Pas dans ma maison. J'ai tourné mon regard vers mes parents. Pendant 29 ans, vous m'avez fait me sentir comme un étranger dans ma propre lignée. Vous avez exigé mon silence pour que vous puissiez maintenir l'illusion d'une famille parfaite. Quand grand-père Benjamin a vu la vérité et a essayé de me donner une fondation, vous avez essayé de la voler. Vous avez essayé de ruiner ma carrière. Vous êtes entré par effraction dans ma propriété. Vous avez calomnié mon nom. J'ai pointé les massives portes d'entrée. Ce domaine est un sanctuaire pour la vérité. Et il n'y a pas de place pour vous ici. Sortez de ma maison, vous tous. Et si l'un d'entre vous tente jamais de me contacter, d'approcher cette propriété ou de parler à mon employeur à nouveau. Mon avocat a une poursuite en diffamation et en harcèlement prête à être déposée qui vous ruinera financièrement. Sortez. Ma mère a laissé échapper un sanglot étranglé. Elle a tendu la main vers moi, une tentative pathétique de manipulation, même dans sa défaite totale. Julian, s'il te plaît. Tu nous humilies. Non, mère, ai-je répondu froidement. Je joue juste le documentaire. Vous vous êtes humilié vous-même. Richard a attrapé Eleanor par le bras, l'attirant grossièrement vers la porte. Lucas a suivi, la tête basse, traînant pratiquement Meghan derrière lui. Les invités se sont séparés comme la mer Rouge. Refusant de leur parler, refusant de les regarder. J'ai regardé les lourdes portes d'entrée se fermer derrière eux. Le déclic du peine dormant se verrouillant a résonné bruyamment dans la pièce calme. Je me suis tourné vers mes invités. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un poids massif et invisible se lever de mes épaules. J'ai souri sincèrement pour la première fois. Cette nuit-là. Maintenant, ai-je dit, faisant signe au quatuor à cordes. Versons encore du champagne et célébrons réellement. Faisons une pause pour un moment. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre 1. Ci-dessous pour que je sache que vous avez été ici avec moi jusqu'à ce point. Cela n'aide pas seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées nucléaires de la grande ouverture furent rapides, brutales et entièrement de leur propre fait. Vous ne pouvez pas lâcher une bombe de vérité au milieu d'une communauté suburbaine riche et vous attendre à ce que la poussière retombe tranquillement. Dès lundi matin, le moulin à rumeurs était en sur-régime absolu. Mon père, Richard, a ressenti les conséquences immédiates de son hypocrisie exposée. Pendant des années, il s'était positionné comme un pilier de la communauté. Un cadre supérieur qui prêchait les valeurs familiales et l'intégrité morale. Mais le président de la Shoah, les propriétaires d'entreprises locales et ses copains de golf avaient tous entendu le venin dans sa voix sur ce message vocal. Ils avaient vu la preuve de sa complicité en essayant de ruiner son propre fils. En une semaine, Richard a été discrètement invité à quitter le conseil d'administration de son prestigieux country club. Plusieurs clients de haut niveau de son entreprise ont
Demander à être transféré à d'autres cadres. Ce n'était pas un licenciement formel, mais c'était une rétrogradation douce, une perte totale du prestige qu'il valorisait plus que ses propres enfants. Eleanor, complètement incapable d'accepter la défaite, a tenté sa tactique habituelle, jouant la victime sur les réseaux sociaux. 2 jours après la fête, elle a posté un essai massif et confus sur Facebook. Elle n'a pas abordé les fractions ou l'email RH, bien sûr, elle a juste vaguement déploré les enfants narcissiques qui réécrivent l'histoire et comment l'argent détruit les familles, mendiant des prières pendant cette saison de guerre spirituelle. Dans le passé, ses amis de l'église auraient inondé les commentaires de soutien. Mais cette fois, le silence était assourdissant. Les quelques personnes qui ont commenté étaient des voisins qui avaient été à la fête. Une femme a simplement répondu « Nous avons vu la vidéo. » Eleanor. Arrête de mentir. Eleanor a supprimé son compte Facebook entier 3 heures plus tard. Même tante Sylvia, l'éternelle ingérante, s'est complètement distanciée, réalisant qu'associer son nom avec mes parents était maintenant un suicide social. Quant à Lucas, l'ego de l'enfant prodige était fracturé au-delà de toute réparation. Il ne pouvait pas gérer la réalité que son jeune frère calme et soumis l'avait totalement surpassé. Mercredi soir, mon téléphone a vibré. C'était un texte d'un numéro inconnu, mais j'ai reconnu la cadence agressive. Immédiatement, tu penses que tu es si intelligent. Tu penses que tu as gagné. Parce que tu as embarrassé maman et papa. Cette maison est toujours à moi de plein droit. Grand-père était sénile. Je vais contester le testament à nouveau. Je vais faire traîner ça au tribunal jusqu'à ce que tu fasses faillite à cause des frais juridiques. Surveille tes arrières. Il pensait toujours que je jouais à un jeu. Il pensait toujours qu'il pouvait m'intimider. Je n'ai pas répondu au texte. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai transmise directement à Arthur Pendleton avec une seule ligne d'objet, preuve. Le lendemain matin, Lucas a été servi d'une injonction restrictive ordonnée par le tribunal à son lieu de travail. Elle exigeait qu'il reste à au moins 500 pieds de moi, de ma résidence et de mon lieu d'emploi en tout temps. De plus, Pendleton a envoyé une note juridique incroyablement sévère à l'avocat de Lucas, joignant la preuve vidéo de la tentative d'effraction et déclarant explicitement que toute autre tentative frivole de contester le testament à toute épreuve entraînerait des poursuites immédiates pour harcèlement et compensation des frais juridiques. Lucas a été finalement réduit au silence. L'enfant prodige a été légalement bâillonné. La dernière pièce du puzzle est tombée en place un vendredi après-midi. J'étais assis dans la véranda nouvellement finie de la retraite, examinant les demandes de réservation sur mon ordinateur portable, quand mon téléphone cellulaire privé a sonné. J'ai reconnu le numéro de ligne fixe. C'était la maison de mes parents. J'ai hésité pendant une fraction de seconde avant de répondre. Je l'ai mis sur haut-parleur et l'ai posé sur la table en verre. Julien. La voix d'Eleanor est arrivée à travers le haut-parleur. Ce n'était pas en colère. Ce n'était pas autoritaire. Cela sonnait mince, fragile et désespéré. Julien, s'il te plaît, parle-moi juste pendant 1 minute. J'écoute, ai-je dit, ma voix complètement plate. La tension artérielle de ton père est à travers le toit. Les gens nous évitent à l'épicerie. Sarah ne veut même pas retourner mes appels parce qu'elle est terrifiée que tu vas réellement la poursuivre. Julien, ça va trop loin. Tu as fait ton point. Tu nous as entendus. Maintenant, s'il te plaît, retire la vidéo. Dis à tout le monde que c'était un malentendu. Nous pouvons aller en thérapie familiale. Nous pouvons essayer de réparer ça. Elle ne s'excusait pas pour ce qu'ils avaient fait. Elle s'excusait d'avoir été prise. Elle voulait que je
Nettoie le désordre que sa toxicité avait créé pour protéger son statut social. Il n'y a pas de malentendu, Eleanor, ai-je dit calmement. Tout dans cette vidéo était un fait. Tu as essayé de me forcer à renoncer à mon héritage. Tu as manipulé Sarah pour essayer de me faire virer afin que je perde mon salaire et que je sois financièrement dépendant de vous. Lucas a essayé d'entrer par effraction dans ma maison. Nous sommes ta famille, a-t-elle soudain crié. La fragilité s'évanouissant instantanément, remplacée par le monstre exigeant. Familier. Tu nous dois le respect. Je ne vous devais rien et vous avez pris tout ce que vous pouviez, ai-je répondu. C'est la conséquence de vos propres actions. Tu voulais un héritage, mère. Eh bien, voici le tien. Ton héritage est la vérité de qui tu es. N'appelle jamais ce numéro à nouveau. J'ai appuyé sur fin. J'ai bloqué la ligne fixe. J'ai bloqué leur téléphone cellulaire. J'ai complètement tranché la branche pourrie de ma vie. La tempête était finalement terminée. L'air était clair. Et pour la première fois en 29 ans, j'étais complètement, sans excuse, libre. Une année est une mesure étrange. Du temps. Quand vous êtes piégé dans un environnement toxique, une année peut ressembler à une éternité à retenir votre souffle. Mais quand vous êtes enfin libre, quand vous construisez une vie entièrement selon vos propres termes, une année passe en un flou magnifique et vibrant. 12 mois après la grande ouverture. La retraite héritage n'était pas juste un succès. C'était un phénomène. J'avais gardé mon travail en entreprise, faisant pleinement la transition vers mon rôle de directeur senior, utilisant mon salaire pour financer les coûts d'exploitation initiaux de l'entreprise. Mais la retraite est rapidement devenue autonome. La maison était entièrement réservée 6 mois à l'avance. Nous avons accueilli des peintres, des musiciens et des écrivains qui avaient besoin d'un endroit calme et inspirant pour échapper au bruit du monde et se concentrer sur leur art. L'une de nos invitées les plus notables était Clara, une éminente romancière à succès qui a réservé la retraite pendant un mois entier pour terminer son roman très attendu. Clara était une femme élégante vers la fin de la soixantaine, à l'esprit vif et incroyablement observatrice. Pendant sa dernière semaine, je l'ai invitée à prendre un café sur le patio arrière. Nous étions assis à regarder la pelouse manucurée alors que les feuilles d'automne commençaient à prendre des teintes brillantes d'orange et d'or. Tu as construit quelque chose de remarquable ici, Julian, a dit Clara, reposant ses mains sur sa tasse de café. La plupart des maisons de cette taille avec ce genre d'histoire, elles semblent lourdes. Elles semblent alourdies par les fantômes du passé. Mais cet endroit semble léger, semble comme une expiration profonde. Il a fallu beaucoup de travail pour éclaircir l'air, ai-je admis. Avec un petit sourire complice. Quelques semaines après le départ de Clara, un magazine de style de vie national majeur a publié un article qu'elle avait écrit sur son processus créatif. Une partie significative de la pièce était dédiée à la retraite héritage. Elle l'a décrit comme un sanctuaire construit à partir des cendres de l'attente familiale, un testament au pouvoir de revendiquer votre propre espace dans le monde. L'exposition a poussé la retraite à un tout nouveau niveau de prestige. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma famille avait essayé d'utiliser son statut social pour me détruire, et maintenant mon succès était célébré à une échelle nationale. C'est peu après la publication de l'article que la lettre finale est arrivée. Je l'ai trouvée dans la pile de courrier un après-midi. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom griffonné dans une écriture que je n'avais pas vue depuis plus d'un an, Lucas. J'ai marché dans la cuisine, attrapé un coupe-papier et tranché l'enveloppe. Compte tenu de l'ordonnance restrictive, envoyer cette lettre était un risque de sa part. Je m'attendais à un autre barrage d'insultes ou peut-être une supplication pathétique pour de l'argent. Mais alors que je dépliais le morceau de papier à
L'être, j'ai réalisé que c'était quelque chose d'entièrement différent. Julien, je sais que je ne suis pas censé te contacter. Si tu donnes ça à ton avocat, je comprends. J'avais juste besoin de dire ça. Papa a été forcé à une retraite anticipée. Maman quitte à peine la maison. Tout s'est effondré après. Cette nuit, j'ai perdu mon travail dans l'entreprise à cause des problèmes de vérification des antécédents suivant le rapport de police que tu as déposé. Ma femme Megan a pris les enfants et a déménagé chez ses parents. Nous finalisons le divorce. J'ai arrêté de lire pendant un moment, laissant le poids pur de sa réalité s'installer. L'enfant prodige avait perdu sa couronne, son royaume et sa famille. J'ai regardé en arrière sur le papier. J'ai toujours détesté toi, Julien. J'ai détesté à quel point tu étais calme. J'ai détesté la façon dont tu encaissais juste les coups et continuais à avancer. Mais surtout, je t'ai détesté à cause de ce que grand-père Benjamin m'a dit. 3 jours avant qu'il ne meure, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Je l'ai interrogé sur l'héritage. Je l'ai interrogé si les fonds universitaires pour mes enfants étaient sécurisés. Il m'a regardé et il a dit, « Lucas, tu as passé toute ta vie à exiger que le monde te donne tout sur un plateau d'argent. Tu es une coquille vide d'homme enveloppée dans des vêtements coûteux. Je laisse le domaine à Julien parce que Julien est le seul dans cette lignée qui possède réellement le caractère pour construire un héritage au lieu de juste le dépenser. Il savait que j'étais vide. Il savait que tu étais le vrai homme. J'ai essayé de te détruire parce que j'étais terrifié qu'il ait raison et tu as prouvé qu'il avait raison. Garde la maison. Je ne l'ai jamais mérité. Lucas. Je suis resté dans le silence de ma belle cuisine, tenant la lettre. C'était là. Clôture absolue et indéniable que je ne savais même pas que j'attendais. La torsion finale n'était pas un couteau dans le dos. C'était une confession. Lucas connaissait la vérité depuis le début. Son arrogance était juste une couverture frénétique pour son insécurité profonde et paralysante. Je n'ai pas ressenti une vague de triomphe en lisant à propos de son divorce ou de la carrière ruinée de mon père. J'ai juste ressenti un sentiment de paix profond et écrasant. Le cycle de traumatisme s'est terminé avec moi. J'ai pris la lettre, suis allé à la déchiqueteuse à papier dans mon bureau et l'ai détruite. Je n'avais pas besoin de garder sa confession. Je vivais déjà ma vérité. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à une pépinière locale et j'ai acheté un jeune plant d'érable à sucre. Je l'ai ramené au domaine, je l'ai porté au centre de l'arrière-cour. Étendu, et j'ai commencé à creuser. Le travail physique faisait du bien. Le sol était riche et sombre. J'ai planté l'arbre avec précaution, tassant la terre autour de sa base, et je lui ai donné beaucoup d'eau. Grand-père Benjamin aimait les érables à sucre. Il aimait la façon dont il se tenait fort à travers les hivers amers et éclatait en couleurs brillantes à l'automne. Je me suis reculé, essuyant la terre de mes mains, et j'ai regardé le petit arbre, puis vers la maison tentaculaire et magnifique. L'héritage n'est pas à propos de l'argent dans un compte bancaire. Ce n'est pas à propos de l'immobilier ou de qui obtient le bateau vintage. L'héritage est à propos de la fondation émotionnelle que vous laissez derrière vous. Mes parents ont essayé de construire un héritage sur le contrôle, la manipulation et la destruction de l'enfant qui ne correspondait pas à leur récit parfait, mais ils ont échoué. J'ai pris les pièces brisées de mon héritage, la douleur, la trahison et le silence, et j'ai construit une forteresse de paix. J'ai construit un endroit où les gens viennent pour guérir, pour créer et pour respirer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'il y en a tellement parmi vous qui sont le mouton noir de votre famille. Ceux à qui l'on s'attend à rester calme, à encaisser les abus, à céder vos limites parce qu'ils sont la famille. Mais je suis ici pour vous
Dire que la famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour les abus. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit de protéger votre paix, votre carrière et votre santé mentale. Vous êtes autorisé à construire une vie magnifique sans eux dedans. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû établir une limite incassable pour survivre? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Continuez à construire votre héritage et ne les laissez jamais diminuer votre éclat.